grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Sahel, à quoi faut-il s'attendre après le retrait de Barkhane? C'est le thème de notre grand dialogue de ce soir. Après le Mali, Barkhane va se retirer de tout le Sahel. La fin de l'opération française déployée contre les groupes djihadistes depuis 8 ans a officiellement été annoncée hier par Emmanuel Macron. Nos interventions doivent être mieux limitées dans le temps. Nous n'avons pas à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures, a déclaré le chef de l'État français. Selon lui, la nouvelle stratégie de la France en Afrique serait finalisée dans les 6 mois à venir après des consultations avec ses partenaires sur le continent. Qu'est-ce qui explique donc cette décision de la France? Quel bilan peut-on tirer de la présence de la force Barkhane? Comment combler le vide qu'elle va laisser? À quoi faut-il s'attendre? Nos invités sont ce soir Dr Ali Tunkara, spécialiste des questions sécuritaires, directeur du Centre d'études stratégiques et sécuritaires au Sahel, Dr Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur vice-doyen de la FSAP, et Dr Abdraman Diko, enseignant-chercheur à l'université André Salifou de Zender au Niger. Il sera au téléphone. Sekou Gadjigo va modérer ce débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'être là. Docteur Ali Tunkara, je commence par vous. Comment vous analysez cette décision de la France? C'est vrai que quand on regarde un peu les évolutions récentes du rapport intermilitaire entre la France et certains de ses partenaires sahéliens, en l'occurrence au Mali et au Burkina Faso, clairement, une telle annonce n'avait rien d'étonnant. Il faut quand même le rappeler, même si cette fin de la présence militaire française, notamment avec la configuration Barkhane, la fin avait été actée après le départ de cette force Barkhane du Mali au mois d'août dernier. Donc pour dire que le président Macron était davantage dans une posture communicationnelle que dans un contenu en termes de consommation informationnelle proprement dit. Donc je pense que tout cela, on pourrait les analyser rapidement à partir des aspects majeurs. Le premier, si vous regardez avec une attention particulière le regain d'intérêt que manifesterait la Fédération de la Russie vis-à-vis des pays en proie soit aux attaques terroristes, pour le cas du Mali et le Burkina Faso, ou même des pays qui sont confrontés à des instabilités politiques de tous ordres, telles que le cas de la République centrafricaine, la Russie est de plus en plus présente. Donc on se rend compte qu'il y a cette volonté russe qui laisserait entendre que sommes-nous dans une compétition. La France, là où elle est présente, il va de soi que d'autres États le soient, s'ils le désirent, si les pays d'accueil se sentiraient davantage en conformité avec ce qu'ils ont à proposer en termes d'offres de sécurité et même d'offres politiques. La France laisserait-elle la place à la Russie? Je pense qu'au XXIe siècle, l'un ne plie à céder ou pas, mais à comment se positionner vis-à-vis de ces concurrences qui sont parfois très brutales, auxquelles ces puissances militaires et même économiques font l'objet dans les Sahel. L'autre élément, très rapidement, quand on regarde un peu, je ne dirais pas un sentiment anti-français, mais plutôt un sentiment populaire anti-politique militaire française, c'est certains égards exprimés dans les rues africaines. Quel sentiment la France avait dans un premier temps pensé que tous ces acteurs, hommes et femmes, qui seraient à l'origine de ces différents soulèvements contre la présence militaire française seraient des acteurs manipulés, instrumentalisés. Mais on s'est rendu compte qu'au bout du tunnel, ce sont quand même des hommes et des femmes qui sont tout à fait dotés de capacités réflexives et ils n'agissent que par leur propre gré. Donc pour dire que lorsque la France s'est rendue compte
que ces hommes et des femmes aujourd'hui qui lui contestent dans sa présence militaire sont loin d'être manipulés par la Russie ou par une quelconque puissance étrangère, mais plutôt sont des hommes et des femmes aujourd'hui qui ont conscience de leur propre existence en termes de danger, même des défis. Donc toutes ces raisons expliqueraient le pourquoi aujourd'hui le président Macron parle d'une réarticulation après avoir mis officiellement terme à cette présence Barkhane dans les Sahel, mais il entend quand même réarticuler la même force, donc que les Sahéliens ne s'attendent pas d'assister aux funérailles de la présence Barkhane. D'accord. Docteur Abdoul Sogodogo, êtes-vous surpris ou bien vous n'êtes pas non plus surpris comme docteur Ali Tunkara de cette décision? Merci Sekou et bonsoir à tous nos auditeurs. Effectivement, on ne peut pas dire qu'on est surpris parce que ça fait déjà plus d'une année que la France avait annoncé son retrait du Mali et qu'elle devrait se redéployer au Sahara. Et on a vu toutes les contestations dans la sous-région, notamment plus précisément au Burkina, au Niger, où la présence de Barkhane a été contestée par certains acteurs de la société. Mais les autorités nigériennes, par exemple, quand même, ont salué la présence de Barkhane. On avait l'impression qu'ils étaient en bon terme avec la France, quand même. Évidemment, il y a la politique ouverte de l'État est une chose, mais aujourd'hui, vous avez en Afrique de plus en plus une société civile qui commence à se mettre en place et qui n'hésite pas à se prononcer sur des questions existentielles. La présence française est interrogée parce que le mode opératoire semble ne pas répondre aux besoins, en tout cas exprimés sur la scène de certains acteurs importants. Et certains intérêts ne sont pas naturellement pris en compte aux yeux de certains acteurs. Par exemple, pour les zones les plus touchées par les conflits, et les populations ont tendance à estimer que la présence des puissances telles que la France, si vous voulez la MINUSMA, devrait être une réponse immédiate en termes de sécurité. Donc, en fait, pour eux, il ne devrait plus avoir d'attaques terroristes de villages coupés du reste du monde, etc., sous le joug des terroristes. Et donc, ces réponses ne tombent pas là. Il y a une façon, n'est-ce pas, de remise en cause naturellement de la présence, ou si vous voulez, de l'efficacité de ces missions. Et donc, dans ce climat-là, on voit que la France veut redéfinir. Ça veut dire que l'idée n'est pas de parti pour parti. Et d'ailleurs même, la relation franco-africaine, surtout malienne, depuis la colonisation, depuis leur première rencontre, c'est des relations qui sont marquées par des crises. C'est une succession de crises, en fait. La colonisation, vous avez l'indépendance qui s'est faite dans une situation difficile, surtout avec le soutien du Mali lors de l'indépendance de l'Algérie. Donc le Mali de Moribo a eu des relations tout le temps compliquées avec la France. Et je pense même que ça a été même plus compliqué que ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que le retrait du Mali de la zone CFA, la création du franc malien, dans les années 67, quand il y a eu cette grande crise monétaire, le retour du Mali vers le franc dans l'UEMOA, ça a été une très grande crise, ça a été difficilement vécu. Et au temps de sous Moussa également, vous voyez que c'est Moussa qui qualifiait la démocratie de camisole de force qu'on ne fait pas porter aux États. Donc, voyez-vous que ça n'a jamais été aisé, mais pour autant, le Mali et la France quand même ont eu des moments de paix. Ça ne les a pas empêchés de coopérer, n'est-ce pas, sur des questions, en tout cas parfois sur lesquelles il y avait la possibilité d'arriver à des résultats satisfaisants pour toutes les parties. En fait, pour dire que je ne suis pas surpris, le monde est en train de traverser, si vous voulez, une période de turbulence. Et cette turbulence fait que, en fait, les zones de confort de certaines puissances ne semblent plus l'être. Et donc, il y a une nouvelle forme de concurrence, mais il y a aussi, au-delà de ce jeu extérieur, il y a une appropriation aujourd'hui de l'État de la part des Africains eux-mêmes. Vous avez beaucoup de pays africains qui veulent désormais avoir une mainmise véritable sur leur économie.
D'accord. Sur un certain nombre de choses. D'accord. Alors, merci, docteur Segoudogo. Nous avons en ligne docteur Abdraman Diko. Il est enseignant chercheur à l'université André Salifou de Zender au Niger. Docteur Diko, comment vous avez accueilli cette nouvelle au Niger? Bien, merci de m'avoir donné cette opportunité pour que je puisse un peu expliquer les enjeux qui sont liés à cette nouvelle démarche entreprise par la France en Afrique. Moi, je dirais du coup que nous sommes à la fin d'un mariage forcé, du fait qu'aujourd'hui la France elle-même prend ses responsabilités et son courage pour véritablement revenir sur des décisions qu'elle a longtemps voulu imposer à des États africains comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc le contexte dans lequel nous sommes, on peut directement parler d'échec et de victoire. Échec parce que justement la France, à travers ses interventions militaires, n'a véritablement pas été à la hauteur de toutes les attentes et de tous les espoirs nourris par les Africains qui pensaient qu'effectivement que cette coopération stratégique allait mettre fin, comme l'a très bien précisé le collègue. Et très malheureusement, on a véritablement assisté à une sorte d'embouteillage sécuritaire qui a favorisé l'émergence, j'allais dire, fulgurante de plusieurs groupes extrémistes, plusieurs groupes terroristes. Donc le Sahel, de manière globale, est devenu à la limite un sanctuaire qui est à la limite est occupé par des troupes militaires étrangères, mais aussi les djihadistes qui contrôlent une très bonne partie de certains territoires. Et ça, c'est un échec. Victoire, parce que justement, on peut parler de victoire parce que il est aujourd'hui admis que dans tous les États où aujourd'hui du Sahel où la France intervient, il y a un regain de pression qui est là, et un regain d'indifférence et à la limite de contre-opposition, n'est-ce pas, contre ces troupes françaises. C'est admis que dans tous ces États aujourd'hui, la société de manière globale est contre cette présence-là. Et je pense très bien que le président Macron à maintes reprises a réuni certains chefs d'État africains pour leur demander effectivement de clarifier leur position par rapport à la présence des Français ici chez nous. Eh bien, cette position, si bien que ces chefs d'État, qui en réalité sont inscrits dans une perspective de politiquement correcte, n'ont pas véritablement dit à la France que justement que ces troupes sont mal accueillies et que ces troupes ne sont pas acceptées par la population de manière générale. Donc aujourd'hui, ces organisations de la société civile, ces intellectuels, ces chercheurs qui cherchent à expliquer concrètement que véritablement nous n'avons pas besoin de cette force d'invasion, a véritablement gagné. Et donc, cette organisation ne fera que se réjouir de manière globale. Et je pense aussi que s'il faut réellement analyser les enjeux qui sont liés à cette question, il faudrait d'abord admettre que la France vient d'accéder à une demande des États africains. Et comme l'a très bien dit dans sa déclaration le président français Emmanuel Macron, qu'ils vont aller dans une sorte de perspective stratégique où la France va appuyer et où la France va informer, où la France va accompagner ces États africains-là, ces États du Sahel qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme. Alors, docteur Diko, quand vous dites que la France accède à une demande des États africains pour le Niger, par exemple, où on a vu à plusieurs reprises les autorités du pays saluer le redéploiement de cette force Barkhane quand elle a quitté le Mali, en tout cas qui se disaient rassurées par la présence de cette force, comment elles accueillent cette annonce? Et il y a une sorte de contradiction dans les discours tenus par des responsables politiques, même ici chez nous. Si vous vous rappelez très bien, à plusieurs reprises, certains responsables politiques nigériens de très haut niveau l'ont précisé que le Niger n'a pas besoin justement
de la présence des bases militaires chez nous, mais plutôt le Niger a besoin d'un appui technique, d'un appui financier capable ou susceptible de lui permettre de mettre son armée à un niveau où elle peut réellement elle-même combattre les terroristes. Donc si aujourd'hui vous le dites que les autorités nigériennes ont accueilli le redéploiement de la force Barkhane ici chez nous, moi je dirais tout simplement que c'est un événement qu'on peut qualifier de situationnel et à la limite de non-événement. Pourquoi? Parce que on connaissait très bien la position des autorités, la position des responsables politiques nigériens par rapport à cette force-là. Et si aujourd'hui le Niger est accepté, c'est comme s'il y a une sorte d'imposition. Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise. D'accord. La France, je pense très bien, a toujours imposé, elle a su imposer un certain nombre de comportements à des responsables politiques, à des États faibles comme le Niger ou le Mali ou le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, quand vous regardez un peu ce qui s'est passé au Mali, le scénario et la rapidité avec laquelle l'État malien s'est débarrassé de cette force-là, de toutes les façons, moi je l'avais dit à plusieurs reprises que la France trouverait un point de chute. Et ce point de chute-là, c'est le Niger. D'accord. Et le Niger aujourd'hui, même si les déclarations ne sont pas très officielles, il est aujourd'hui connu de tout le monde que la présence de cette force Barkhane-là chez nous est devenue un événement gênant. Gênant au point où aujourd'hui on tend à la limite à aller vers une sorte de criminalisation de cette question-là, parce que évoquer la question releverait à la limite d'un crime. D'accord. Docteur Diko, nous allons vous redonner la parole tout de suite. Je voudrais faire réagir Docteur Tunkara par rapport à ce que vous venez de dire. Vous dites que c'est la fin d'un mariage de force. Hein. Je crois que c'est comme ça que vous l'avez dit. Est-ce que Docteur Tunkara, vous êtes d'accord avec cela aujourd'hui, que les autorités de nos États du Sahel n'avaient pas le courage nécessaire de dire à la France que sa politique militaire dans le Sahel n'était pas bien accueillie par les populations? Non, je pense qu'au-delà du manque de courage qui caractériserait un certain nombre d'élites politiques au pouvoir, notamment dans les 3 pays qui sont aujourd'hui l'épicentre des attaques terroristes, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, il y a quand même un déphasage entre le format et le contenu proposé. Le format, si vous regardez bien à comment la France intervient au Mali, qu'avait fait en son temps les autorités maliennes, en l'occurrence le ministère des Affaires étrangères, et les différents niveaux des états-majors en termes de propositions concrètes de l'offre de sécurité et de défense vis-à-vis de l'armée française. C'est ça aussi. En fait, il y a eu des manquements dans nos États, de même également au Burkina Faso et au Niger. Et quand vous faites appel à un pays tiers pour venir en aide, comme ça arrive dans tous les pays à travers le monde, il est de la responsabilité du pays hôte, justement, d'élaborer sa vision de sécurité et surtout de dire les domaines d'intervention et de même clarifier, identifier des poches à partir desquelles la force étrangère doit être habilitée. Mais malheureusement, on a vu que le contexte n'était pas aussi favorable à l'élite politique malienne avec le président Diongo Traoré au pouvoir. Mais je pense que ces insuffisances ont quand même été reconduites par le président Ibeka, légitimées jusqu'au coup d'État. Je pense que c'est ça le fond du problème. La France, moi, à la place du président Hollande en son temps, ou aujourd'hui à la place du président Macron, je serais très heureux de me retrouver face à des hommes et des femmes incapables de proposer en termes d'offres de sécurité. Donc, je pense que c'est ce vide qui avait été laissé par le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui expliquait le pourquoi la nature du dispositif militaire qui devait venir de la France n'a jamais été défini. Mais dans le même temps, les quelques officiers supérieurs ont quand même eu à exprimer des besoins express auprès de leurs états-majors qui, à leur tour aussi, ont remonté ces besoins au niveau de l'élite politique au pouvoir. Mais malheureusement, laquelle élite, elle est quand même inféodée. C'est là que je comprends un peu comment Dr Diko, lorsqu'il faisait les liens entre l'imposition de la vision sécurité française aux États, parce que
ces chefs d'État, jusqu'à une période récente, n'ont quand même pas parvenu à dire à la France, voilà, vous venez en aide, mais vous n'avez pas à nous mettre sur la touche. Je prends juste un exemple pour que nos auditeurs et téléspectateurs comprennent davantage. Prenons juste le cas de la création du G5 Sahel. Voilà. C'est quand même pas tant. Une force dite conjointe, on n'a pas besoin de faire une académie militaire. On est censé dévoluer sous un même commandement commun. En termes simples, que la force Barkhane, l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne, que ces 4 acteurs se mettent ensemble et mènent les opérations sous le même commandement. Mais malheureusement, depuis 2014, la France n'a jamais accepté. Mais est-ce que nos États ont eu ce temps? Les choses se sont enchaînées quand on regarde pour le cas du Mali, l'intervention de l'opération Serval, ensuite il y a eu Barkhane. Est-ce que nos États n'étaient pas assaillis par le problème sécuritaire qui n'avait pas le temps d'avoir cette vision-là? Un État, c'est comme sûr, c'est pas un grain, donc c'est comme de la rigueur, de la prospection. Voilà, ce sont des stratégies. Il y a des hommes et des femmes qui entourent les gouvernants, il ne faut pas l'oublier. Et je pense qu'il y a eu des voix discordantes, lesquelles voix, certes, elles étaient marginales en son temps, mais qui étaient opposées à ces formats proposés par la France sous le président Diomaye Traoré. Mais l'erreur a été que, malheureusement, au-delà de l'effet d'urgence lorsque la France intervenait au Mali, de 2013 jusqu'en 2019, quand même, nous avons par moment ou par endroit assisté à un début d'accalmie, mais qu'avait fait concrètement cette élite politique au pouvoir afin d'amener la France à réinterroger ou voire à réadapter son soutien aux besoins réellement exprimés. Parce que je crois qu'il ne faut quand même pas aussi être naïf. La France a servi. Je pense qu'on n'a pas le temps de dire toutes les dimensions en termes de séquençage. Mais lorsqu'on regarde l'opération Serval dans un premier temps, il a quand même par moment atteint les objectifs initiaux qui lui ont été confiés, notamment stopper l'avancée du groupe radicaux violents. Il faut saluer cela, il ne faut quand même pas l'occulter. Mais dans le même temps, cette opération Serval a permis à l'État du Mali aujourd'hui d'être présent là où il est, dans des localités envoûtantes, à la fois à des velléités sécessionnistes de la part de groupes qui sont au sein de la coordination du mouvement de l'Azad, mais dans le même temps de booster, enfin de porter un coup dur à cette posture d'expansion de l'offre terroriste. Donc je pense qu'à un moment donné, la France a quand même servi à quelque chose pour le Sahel. Mais maintenant, c'est lorsque l'opération a changé de cap en devenant Barkhane, c'est là qu'effectivement, beaucoup d'inconnus ou beaucoup d'éléments inconnus se sont invités dans l'intervention française au Sahel. Lesquels éléments inconnus, malheureusement, n'ont pas été interrogés avec courage par des pays bénéficiaires qui sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Alors, docteur Sougoudougo, docteur Tunkara disait tout à l'heure que la présence des forces françaises quand même a servi à quelque chose. Mais comment comprendre aujourd'hui ce que tout le monde considère comme un sentiment anti-politique française dans le Sahel? Comment comprendre ce sentiment-là qui s'est développé subitement? Merci. Comme Ali le disait, effectivement, on ne peut pas nier certains succès de la présence française au Mali ces dernières années, notamment plus précisément en 2013, 2014 comme ça, quand la France intervenait pour arrêter à Konna l'avancée des groupes terroristes, n'est-ce pas, qui venaient un peu vers le sud. Ça, on ne peut pas le nier. Et effectivement, la France aussi a aidé l'État à se réorganiser, à essayer d'occuper du terrain. Mais effectivement, d'où vient justement cette frustration, je préfère le dire comme ça, d'où vient cette frustration malienne, en tout cas d'une grande part de la population malienne, et c'est aussi une frustration des autorités françaises. Parce qu'il y a cette frustration, parce que tout simplement, il y a un malentendu très profond sur le mode opératoire. Comment le Mali et la France devraient se mettre ensemble pour combattre non seulement les groupes terroristes, mais aussi pour permettre à l'État d'avoir son autorité sur l'ensemble du territoire national. Parce qu'il était mal vécu par les autorités maliennes que l'armée malienne ne soit pas à Kidal, pendant que dans cette région, la France combattait avec les indépendantistes, n'est-ce pas, et les groupes appelés djihadistes ou terroristes.
Voyez-vous. Donc là, il y a déjà une crise parce que c'est une rupture. L'objectif final, n'est-ce pas, la façon de l'atteindre est vue différemment de la part d'un acteur et de l'autre. Voyez-vous. Donc cette divergence qu'on constate, c'est aggravé lorsque il y a eu le coup d'État de 2020 et qu'il y a eu le redressement de la transition. Voilà, je pense que la grande frustration française vient un peu de ça. Je peux me tromper, c'est le rôle de l'analyste, parce que nous ne commentons qu'à partir des peu d'éléments dont nous disposons. C'est là qu'on voit qu'il y a une véritable volonté de la France de rompre un peu avec les autorités de la transition. Et l'annonce justement de façon unilatérale du retrait de la France et aussi la présence française décriée par des populations qui considèrent que l'objectif de sécurité n'est pas atteint, la protection des droits humains, etc. Donc, je pense que les autorités n'ont pas eu, en tout cas, même si on ne dira pas, en tout cas, peut-être l'opportunité, la bonne fenêtre de temps n'est pas venue pour que les autorités maliennes et françaises puissent réajuster, n'est-ce pas, leur stratégie. Et surtout, cela était d'autant plus difficile pour ces deux partenaires-là, mais surtout parce que quand on voit que le G5 Sahel, qui devrait permettre aux pays affectés par cette grande crise sécuritaire de se mettre ensemble, était construit dans un espace où d'autres pays, tels que le Sénégal, tels que peut-être la Côte d'Ivoire ou d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, qui sont dans une dynamique de CEDEAO, de soutenir et d'accompagner le Mali, ou si vous voulez les pays touchés vers un retour de la paix, le G5 Sahel était perçu par ces États comme étant une sorte de trahison. C'est comme si, parallèlement à la CEDEAO qui devrait jouer ce rôle, voilà, une nouvelle entité venait de voir le jour et qui s'est substituée d'une certaine façon à la CEDEAO. Et la CEDEAO aussi était jalouse parce que quelque part, elle attendait le soutien peut-être de la communauté internationale telle que la France, telle que de l'ONU, etc., pour jouer effectivement le rôle qui est attendu d'elle, qui est de soutenir le Mali dans ce qu'on pourrait appeler le retour de la paix et l'effectivité du contrôle de l'État sur l'ensemble de son territoire. Et je pense qu'il y a suffisamment de malentendus, de visions divergences qui peuvent s'exprimer par des intérêts aussi divergents, parce que voilà, qui font qu'il devient difficile. Et donc, c'est pourquoi il faut vraiment aller à une redéfinition de cette coopération entre la France et les pays du Sahel. Mais surtout, il faut que la CEDEAO joue effectivement son rôle, assume sa responsabilité parce que c'est une organisation qui veut aller vers une sécurité collective. Et cette sécurité collective doit être travaillée de telle sorte qu'un seul État ne soit plus l'interlocuteur d'un autre État extérieur de la zone, mais que la CEDEAO puisse jouer ce rôle, n'est-ce pas, d'interface, n'est-ce pas, dans la lutte contre le terrorisme. Nous allons en parler tout de suite là quand on va parler des alternatives à cette force Barkhane. Qu'est-ce qu'il faudrait pour peut-être remplacer Barkhane pour ne pas laisser de vide. Docteur Dicko, alors si c'était la fin de la force Barkhane comme ça, est-ce qu'on peut parler d'échec de cette force dans la lutte contre le terrorisme au Sahel? Bien, absolument. Je pense que c'est peut-être un secret de polichinelle, le fait de parler d'échec ou d'une capitalisation des acquis, puisque véritablement, s'il faut se référer au résultat, au bilan obtenu par cette force Barkhane dans l'espace sahélien, et je pense très bien que le Mali est une illustration parfaite de cette matérialisation de cet échec-là. La force, en réalité, n'a pas pu véritablement donner à ces peuples sahéliens ou au Mali de manière générale, si vous voulez, un résultat assez probant. Donc, on ne peut pas parler de réussite, mais on ne peut que parler d'échec. Pratiquement sur tous les plans, cette force-là a véritablement échoué. Et je pense que son départ du Mali est une résultante de cet échec-là. Et si aujourd'hui nous sommes arrivés à ce stade-là, et que si la France elle-même tire les leçons de cet échec-là, en voulant
pratiquement mettre fin à ces opérations, c'est parce que justement, l'échec, il est patent, l'échec, il est matériel, il est plausible. Maintenant, vous parlez de vide. Je pense, à mon humble avis, qu'il n'y a jamais eu de vide dans le Sahel. Il n'y a jamais eu de vide. Mais simplement, il y a eu un problème de coordination, en réalité, des forces. Parce que les États africains, moi je le dis, l'État du Sahel de manière globale, je le dis et je le précise, ont les moyens matériels et humains pour pouvoir s'organiser et faire face à ces défis sécuritaires. Et que si par ailleurs la France veut véritablement appuyer ces forces-là, ces États-là, ça va être à la limite une avancée, un atout. Maintenant, l'alternative nécessaire qu'il faudrait véritablement évoquer dans ce débat-là, c'est comment en réalité changer d'alternative. À mon humble avis, il existe une seule alternative. L'alternative qui existe, elle va nous permettre de subordonner l'action militaire à une action politique. Et lorsqu'on va à ce stade-là, ça veut dire véritablement qu'on va réajuster les pratiques de la bonne gouvernance, on va réajuster aussi certains comportements liés aux conflits inter- et intracommunautaires, puisque véritablement, le véritable problème aujourd'hui auquel nous refusons de croire et auquel nous refusons de donner une réponse systématique, c'est les défis inter- et intracommunautaires. Puisqu'il faut le dire aujourd'hui, dans l'espace sahélien et principalement dans le Niger et dans le Mali, il y a une sorte de stigmate qui pèse sur un certain nombre de communautés. Et l'accentuation de ces conflits inter- et intracommunautaires, en réalité, surélève les défis sécuritaires. Et je rappelle en amont que dans le cadre de ce débat, que nous avons déjà évoqué cette question-là à plusieurs reprises, l'action politique qui doit passer par la réconciliation nationale entre les différentes communautés, par la bonne gouvernance, par la stabilité politique de nos États. Parce qu'on prenait des États comme le Mali et le Burkina Faso, ces deux États aujourd'hui connaissent une succession de coups d'État auxquels on ne peut pas véritablement construire un pays dans une situation où, à la limite, chaque 6 mois ou 8 mois, il y a un coup d'État. D'accord. Docteur Dicko, vous parlez de l'action militaire qu'il faut coordonner avec l'action politique. Aujourd'hui, cette action militaire, qui doit la conduire dans le Sahel? Est-ce que ce sont les États ou bien il faut que les États fassent appel à d'autres partenaires? Les États sahéliens seuls peuvent le faire? Absolument. Nous sommes à la fin d'une hégémonie. Et cette hégémonie française est à sa fin. Et ça a véritablement traduit toute la volonté politique de nos États à prendre en charge leur destin. Et je pense que des États comme le Mali, des États comme le Niger et le Burkina Faso doivent aller vers une sorte de refondation de leur système sécuritaire, le système de sécurité et de défense. Et cette refondation passe par une réforme, si vous voulez, de toutes les stratégies et actions, n'est-ce pas, militaires qui doivent être envisagées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et contre aussi ces organisations djihadistes-là qui traversent, qui occupent l'espace sahélien. D'accord. Comme vous le dites, oui. En un mot, je le dis et je le répète, que les États africains, aujourd'hui les États du Sahel, ont les moyens, dans le cadre de leur souveraineté, d'assurer leur propre sécurité et d'imposer une politique sécuritaire compatible avec certaines réalités socio-économiques et politiques de leurs États. D'accord. Docteur Ali Toungara, les États du Sahel ont les moyens de sécuriser la région, selon docteur Dicko. Êtes-vous d'accord? Si oui, comment doivent-ils s'y prendre? Je pense que non seulement ils sont obligés d'avoir des moyens, mais dans le même temps, ils sont quand même les premiers responsables. Il faut qu'on soit quand même sérieux avec l'analyse. Il n'est pas de la responsabilité de la France d'arriver
au bout de l'insécurité dans le Sahel, mais il est plutôt la responsabilité aujourd'hui du président Goïta, du président Traoré, du président Bazoum de mettre un terme à cela. Maintenant, mais je pense que là où la main de la France pourrait quand même être gênante, c'est cette posture d'interface, parce que c'est quand même important. Comment aujourd'hui, pour le cas précis de l'Itako Gourma, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, peut-on arriver à des actions militaires coordonnées, étant donné que cette bruit diplomatique opposerait Bamako à Paris? Donc je pense que ce sont des soucis. Le Mali, c'est beau doté de drones, c'est beau équipé du point de vue militaire, a beau recruter massivement des hommes et des femmes dans les différents corps. Aucunement, si côté nigérien, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas d'action commune, malheureusement, cette lutte contre le groupe radicaux violent avec le référentiel musulman va être une lutte hypothéquée. Or, on voit mal aujourd'hui qu'une telle coordination puisse prendre corps, d'autant plus que la France reste quand même un partenaire clé du Niger au nom de la lutte contre le terrorisme. De même également, on a vu récemment le président Traoré venir au Mali à coup sûr, même s'il n'y a pas eu de déclaration officielle. Ce sont ces reprises d'opérations, il ne faut quand même pas le rappeler, l'oublier, depuis décembre passé, il n'y a pas eu d'action proprement militaire conjointe entre le Mali et le Burkina Faso dans les deux frontières. Donc pour dire que les pays évoluent aujourd'hui de façon isolée. Donc à coup sûr, toutes les actions aujourd'hui qui sont entreprises par le Mali, par le Niger, par le Burkina Faso ne peuvent aucunement permettre dans la durée d'asseoir une paix durable. Mais à cela également, il ne faut quand même pas l'occulter. Les causes profondes de cette insécurité liée au terrorisme, qui sont toutes ces questions d'injustice sociale, toutes ces questions de pratiques corruptives, toutes ces questions de détournement liés à l'acquisition d'équipements au Burkina Faso, au Mali et à certains égards au Niger, comment voulez-vous que des pays qui sont aux abois, au même moment, nous avons des responsables militaires, des responsables politiques qui sont au cœur des pratiques corruptives. Je ne pense pas que la France soit à l'origine de ces détournements de fonds. Je ne pense pas que la France a demandé à ce que des blindés en carton soient achetés au Mali. Donc pour dire qu'à force de voir l'autre, on risque de ne pas questionner ce que j'appellerais les dynamiques locales, qui sont ces causes profondes de l'insécurité, qui sont ces pratiques corruptives, qui sont même parfois certains égards, il ne faut quand même pas que les gens l'oublient. Il y a de la responsabilité aujourd'hui des militaires qui sont au pouvoir au Mali, au Burkina Faso, et au président Bazoum, d'asseoir une paix durable et de soulager les souffrances de leurs populations respectives. Et dans ces soulagements de souffrances, des champs du possible sont tout à fait à explorer. Mais au-delà de ces champs du possible, il est extrêmement important aujourd'hui qu'on sorte aussi dans les dénis pour dire que la France a quand même quitté le Mali. Mais jusqu'ici, quels sont les résultats tangibles obtenus par l'armée malienne? La France, elle n'est pas aussi présente comme elle était au Mali, au Burkina Faso. Mais jusqu'ici, que font aujourd'hui les militaires au pouvoir au Burkina Faso afin de soulager ces différentes souffrances? Je pense que lorsqu'on ne va pas interroger cette question d'insécurité à partir du terroir, on risque de surfer, c'est ce que j'appellerais le sensationnel. Donc, il n'est pas de la responsabilité du président Macron d'asseoir une paix durable, mais plutôt celle des chefs d'État aujourd'hui, qu'ils soient issus des urnes ou par des armes, d'y faire face. Alors, docteur Sogoudou, qu'est-ce que les États du Sahel doivent faire pour en cas de départ de Barkhane, après Barkhane plutôt, parce que Barkhane va partir, pour que M. Diko disait qu'il n'y aurait pas de vide, qu'il n'y a jamais eu de vide, mais qu'est-ce que les États doivent faire pour maintenant assurer ce que Barkhane a assuré quand elle était présente ici? Merci. En fait, depuis tout le temps, ce que les États africains doivent faire, nous le connaissons tous. Peut-être que la question, c'est toujours qu'est-ce qui nous empêche, pourquoi nous n'arrivons pas justement à nous organiser suffisamment pour répondre aux besoins de développement, qui est le véritable défi. Déjà, il faut qu'on arrête la duplication des institutions. Ce n'est pas utile pour nos États. Par exemple, quand vous voyez l'UEMOA qui semble avoir les mêmes fonctions que la CEDEAO, c'est une perte d'énergie pour ces États. Quand vous voyez le G5 Sahel, alors que dans le prolongement même de la construction
de la CEDEAO, c'est d'arriver à une sécurité collective. C'est ce que l'Union africaine recherche aussi. Donc, il faut peut-être concentrer nos efforts au niveau de l'intégration. Moi, je pense peut-être qu'il faut renforcer l'intégration, et le renforcement de cette intégration va nous permettre d'avoir des politiques communes sur différents aspects. Par exemple, avoir des politiques communes agricoles qui peuvent nous permettre d'avoir une souveraineté alimentaire dans la sous-région, avoir des politiques de défense communes, avoir une politique monétaire commune, voilà, etc. Et donc, c'est ce travail peut-être qui est un travail sur le long terme, pour dire tout simplement il faut poursuivre la construction de la CEDEAO, parce que la CEDEAO reste encore un modèle d'intégration qui n'est pas encore allé au bout. Est-ce que ces institutions ont encore du crédit aux yeux des populations africaines? Évidemment, les institutions ont des insuffisances. Il y a beaucoup de critiques qui sont adressées à ces institutions, mais on ne manque pas de foi en ces institutions, parce que nous savons que nous sommes dans un monde où même les plus puissants de ce monde aujourd'hui se mettent ensemble pour construire des espaces d'intégration. Prenons le cas de l'Union européenne. La France est une puissance. C'est un pays qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, une puissance nucléaire, une puissance économique. Vous avez l'Allemagne, vous avez l'Angleterre. Mais pourquoi ces pays se mettent ensemble? On a même vu avec le Brexit, à la sortie, les Anglais ne voulaient pas tourner le dos sans accord. Ça veut dire que toutes les grandes puissances ont cette conscience qu'aucun État ne peut prospérer seul, n'est-ce pas, en tout cas détaché du reste du monde. Et la façon dont l'Europe a réussi à stabiliser son continent et à en faire un joyau, en tout cas dans les siècles beaucoup plus récemment, parce que l'Europe était connue au Moyen-Âge, voilà, jusqu'au siècle de Lumière par ses guerres, mais elle est connue aujourd'hui comme une zone prospère, parce que quelque part elle a réussi cette intégration, elle a réussi à pacifier le continent. On se rappelle, toutes ces guerres mondiales, c'est en Europe que ces guerres ont été déclenchées pratiquement. C'est en Europe que ces guerres se sont majoritairement déroulées. Mais aujourd'hui, l'Europe a oublié la guerre. Et donc, ça veut dire que, je veux dire par là que l'avenir de l'Afrique de l'Ouest, indépendamment de cette question de lutte contre le terrorisme, qui est son développement, passe forcément par l'intégration. D'accord. Il y a une question pour vous trois. Nous sommes à 3 minutes de la fin de l'émission. On a dit, la France dit que c'est la fin de Barkhane, mais les forces françaises vont rester ici dans la région. Alors, on a l'impression que la France essaie de revoir sa stratégie, sa politique. Peut-être qu'elle s'est rendue compte que son image est écornée, elle va revoir sa politique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle essaie de mieux reculer pour mieux sauter? Est-ce que cela va produire des effets? Docteur Segoudou, on commence par vous. Je pense que non seulement la France, tout comme les pays du Sahel, aucun pays n'a justement ce choix de vouloir se couper du reste du monde. Et chaque fois qu'un État se rend compte que son approche, n'est-ce pas, en termes de coopération avec les autres États ne semble pas fonctionner, on s'interroge, on se remet en cause et on interroge ensemble et on redéfinit. C'est ce que je disais au début de mes propos. Le Mali a connu depuis sa première rencontre avec la France. C'est une succession quelque part de crises, mais ce n'est pas qu'une succession de crises, parce qu'on a tout le temps aussi parfois réussi à travailler sur certaines questions où les deux États avaient des intérêts. Donc c'est pour tout simplement dire que le Sahel, les pays du Sahel doivent repenser de façon globale leur sécurité en essayant de conjuguer avant tout leurs efforts et en essayant de tracer justement ce cadre, une vision partagée pour que les acteurs extérieurs au Sahel puissent soutenir, n'est-ce pas, leur stratégie. Mais il n'appartient pas à ces acteurs de prendre le lead. Et c'est justement ce que le Sahel et la CEDEAO ne doivent pas laisser faire. D'accord. Et si elle ne le fait pas, d'autres justement le font à sa place. D'accord. Docteur Dicko, cette stratégie de la France qui peut-être veut se mettre en retrait et laisser le lead aux États africains, peut-il faire des effets? Moi, je pense que déjà, je l'ai dit toujours, que la France ne quittera jamais ces États du Sahel. Et si c'est une illusion que nous sommes en train de nourrir, donc il va falloir peut-être que nous nous préparions à mieux gérer cette nouvelle situation. Et je suis aussi convaincu que ce discours de Macron aujourd'hui
va ouvrir plus les yeux aux responsables politiques africains qui refusent d'accepter le principe selon lequel que la question sécuritaire est d'abord une question de souveraineté et que ce sont des questions que des pays de manière respective doivent prendre en charge. Et comme l'a dit Dr Tunkara, il faut repenser cette régionalisation du système de défense et de sécurité et que le Mali et le Niger, le Burkina Faso, le Tchad doivent être dans une synergie pour pouvoir réellement instaurer ou mettre en place un système de défense et de sécurité commun. D'accord, nous allons permettre à Dr Tunkara de clore cette émission. Dr Tunkara, est-ce que cette stratégie pourrait payer pour la France mais aussi pour les États africains? Je pense que l'heure n'est pas au bilan, mais c'est que sûr qu'on soit avec la France, qu'on soit avec la Russie ou l'Inde ou même le Portugal, que les Sahéliens comprennent qu'ils sont les premiers responsables de leur sécurité, qu'ils sont les premiers responsables justement de leur défense. Et qu'en dernière instance, qu'on se dise qu'attention, les Russes ne sont pas au Mali parce que les Maliens ont de beaux jeux. Aucune puissance n'agit de façon désintéressée. Il y a de la responsabilité de chaque État de tirer son épingle de jeu. Mais penser que les autres sont dans des complots, c'est de les prendre pour des idiots. D'accord, c'est ce qui me fait à ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui de ce retrait annoncé de la force Barkhane de la région du Sahel. À quoi faut-il s'attendre après le départ des forces françaises de Barkhane? Nous recevions sur ce plateau 3 analystes. Dr Abdoul Sogodogo, il est enseignant-chercheur et vice-doyen de la faculté des sciences administratives et politiques. Dr Ali Tunkara, chercheur également, directeur du Centre d'études stratégiques et sécuritaires au Sahel. Et au téléphone, nous avions Dr Abdraman Diko, qui est enseignant-chercheur également à l'université André Salifou de Zender au Niger. Cette émission a été mise en onde par Nouhoum Djiré à la régie vidéo. Il y avait Salim Diouara, Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous et à demain. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Halud Mauni Shenni Beri. Sigi Kafoba.